Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Hello tout le monde. Alors vous êtes bien sur la radio Direct Impact pour l'émission Impact féminin. Je m'appelle Christine et comme pour chaque numéro, nous allons partir à la découverte de femmes extraordinaires qui trouvent la force de créer, bâtir, influencer leur entourage proche, mais aussi au niveau national et ou international. Des femmes comme vous et moi qui ont osé faire le pas vers leurs rêves, mais en fait, c'était peut-être vraiment leur destin ou leur appel. Je suis certaine que ce sont des parcours qui vont inspirer nos auditrices, mais pas que, puisque la jante masculine pourra réaliser le potentiel de leurs proches, maman, sœur, épouse, et aussi l'importance de leur soutien pour ces femmes d'exception. Vous l'avez compris, vous restez avec nous pour la prochaine demi-heure sur la radio Direct Impact. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pouvoir. En effet, être une femme au pouvoir, est-ce une opportunité ou un cadeau empoisonné ? Et pour cela, je suis vraiment très heureuse d'accueillir une femme qui n'a pas choisi un domaine facile puisqu'elle a choisi la politique, mais elle n'a pas hésité à s'y donner cœur et âme. C'est vraiment avec grand plaisir que je reçois l'échevine Lydia Moutier-Belling-Goy, échevine du logement, du patrimoine public et de l'égalité des chances de la ville de Bruxelles. Alors, Madame Moutier-Belling, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Christine, merci de m'avoir invitée, merci à toute l'équipe de Direct Impact de me permettre de m'exprimer ce soir et de donner un message à tous les auditeurs. Ok. Donc, alors, en fait, comme vous le savez, on va passer une demi-heure ensemble. C'est très, très court, surtout pour, commencer à parler de votre parcours, de votre vie. Mais voilà, on va essayer. C'est un défi qu'on va se lancer sur Impact au féminin. Alors, est-ce que vous êtes prête ? Je suis plus que prête. Ok. Je pense que les auditeurs le sont aussi. Donc, alors, avant de vous lancer dans la politique, vous avez été avocate. Alors, comment est-ce que l'idée vous est venue de vous lancer dans la politique ? L'idée m'est venue petit à petit. Donc, j'ai grandi en Belgique. Je suis arrivée à 6 ans. J'ai fait mes études que j'ai réussi, je dirais, brillamment. À 22 ans, j'étais licenciée en droit. Et puis, je fais une spécialisation et je m'engage au barreau de Bruxelles. Et je commence, avant de trouver mon maître de stage, j'ai commencé à chercher du travail à la fin de mes études. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une vraie discrimination parce que j'étais une femme de couleur, d'abord, et que j'étais jeune. Et je n'avais jamais senti cette discrimination pendant mes études. Ah ouais. Donc, ce qui m'a poussée à militer d'abord dans des partis politiques. J'ai été comme militante, comme bénévole pendant les campagnes électorales. Je distribuais les tracts, j'organisais les réunions, j'emmenais les candidats dans des églises pour rencontrer également toute la population chrétienne bruxelloise qui n'était pas en contact direct avec le monde politique. Ouais. C'est vraiment le choc de la discrimination qui m'a poussée à m'engager. Et donc, quand vous avez décidé de vous lancer dans la politique, quelle a été la réaction de vos proches ? C'était mitigé. Mes parents m'avaient beaucoup encouragée. Ah oui. Et ils me disaient que pour faire changer les choses, il faut parfois s'impliquer dans des domaines où on ne nous attend pas, dans des domaines où nous sommes considérés comme des imposteurs. Certaines personnes me disaient « mais tu perds ton temps parce que je pense qu'il n'y a pas de place pour nous. La politique, mais il faut rentrer au Congo pour la faire. Là-bas, tu peux être ministre. Là-bas, tu peux être quelqu'un. Pourquoi perdre son temps ?» Ça dépendait vraiment. Il y a des personnes qui considéraient que c'était une perte de temps et d'autres avaient plutôt un regard encourageant parce qu'il faut savoir d'abord que quand j'ai commencé à militer, il n'y avait pas de jeunes en politique. J'étais une pièce rare. Et des femmes aussi, encore moins. Ah oui, c'est ça. Et, mais à ce moment-là, est-ce qu'il y avait pas mal de candidats d'Afrique subsaharienne ? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est venu d'un coup, en fait. La première fois que j'ai été élue, c'était en 2006.
Et il n'y avait pas énormément de candidats subsahariens. La ruée vraiment vers l'Eldorado, je dirais, politique, a commencé vraiment en 2012. Il faut savoir que la première fois qu'on a eu des mandataires d'origine subsaharienne, c'est aux élections communales de 2001. Ah oui, ok. Seulement. Ok. Ouais. Alors que les Maghrébins ont des élus depuis les années 70. Allez. Leur premier député, c'est en 1983. Et nous, nos premiers députés au Parlement régional bruxellois d'origine subsaharienne, c'est en 2004 seulement. Oh, waouh. Mais il n'y avait pas beaucoup de candidats, c'est parce ou bien il y en avait quand même. Non, il n'y avait pas. Aux élections de 2004, ils n'étaient pas nombreux. Donc vraiment, se dire qu'on vient de commencer, ça fait 22 ans qu'on a 21 ans qu'on a des mandataires au niveau local. Et au niveau fédéral, par exemple, on n'a jamais eu de député fédéral élu. On a eu une fois une députée fédérale par suppléance. Ah ouais. Et on a eu une fois une secrétaire d'État au fédéral, et c'est tout. Mais on n'a jamais eu de député qui a été élu par ses voix au niveau fédéral. On n'a pas encore réussi cette épreuve. Oh là là. Et donc, justement, en parlant de ça, quels ont été en fait les premiers challenges que vous avez rencontrés en entrant en politique? Une fois que vous étiez en politique, c'est quoi qui a été les premiers challenges? Le premier challenge, quand j'étais élue en 2006, c'est parce que j'étais déjà une noire et une jeune. Il fallait déjà que les gens voient que tu n'es pas là dans un quota parce que tu es jeune, on avait besoin de jeunes, que tu n'es pas là dans un quota parce qu'on avait besoin de femmes, et que tu n'es pas là dans un quota parce qu'on a besoin de noirs. Il fallait que quand tu parles, on t'entende et qu'on t'écoute. Et ça, c'était très difficile de se faire écouter, d'abord dans un domaine très machiste, pleinement masculin, et en tant que jeune, c'était difficile de faire entendre sa voix et que les personnes voient que tu es intelligente, que tu n'es pas juste un pion qu'on a placé là par hasard. Et voilà, c'était assez compliqué. Et c'était tellement compliqué que le premier parti où j'ai été élue, j'ai changé. Parce que je ne trouvais pas ma place, parce que au niveau des valeurs, je ne m'y retrouvais pas. Donc c'est vraiment en changeant de parti que j'ai pu travailler plus sereinement et monter plus de projets. Et ça a dû être difficile, non, quand même, de quitter le parti quand on se dit qu'on a travaillé pour ce parti, qu'on a fait ci, parce que j'imagine aussi, voilà, tout ça, ça demande du temps, ça demande des sacrifices aussi. Donc j'imagine que ça n'a pas dû être facile de partir. C'est comme un divorce, on dit, quand on change de parti. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a des relations qu'on tisse. C'est vrai. Et il faut tout reprendre à zéro. Quand on change de parti. Il faut arriver, il faut s'intégrer. C'est comme quand on change d'école. Mais, comme je dirais toujours, la greffe a bien prise. Parce que j'ai pu travailler différemment et sur d'autres choses avec une meilleure considération. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Ah bah c'est bien, mais peut-être aussi que voilà, qu'ils avaient déjà en fait vu ce que vous aviez fait pour l'autre partie et qu'ils se sont dit que ce serait vraiment vraiment un bon atout de vous avoir, quoi, parce que ça va pas être facile, franchement, de passer de l'autre côté, si je puis dire. Mais sinon, en fait, bon, ça rejoint un peu déjà une réponse. Est-ce que vous avez eu l'impression, justement, qu'en tant que femme et d'origine étrangère, vous avez justement dû plus prouver vos capacités? C'est vrai que c'est une question un peu stéréotype, mais jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, en tant qu'échevine, déjà, quand j'arrive dans une réunion avec mes collaborateurs, avant qu'on sache que c'est moi, mais le regard n'est pas tourné vers moi. Il faut d'abord savoir qu'à la ville de Bruxelles, je suis échevine du logement. Je suis échevine du patrimoine public. Ça veut dire quoi? C'est les briques. Je m'occupe de tout ce qui est construction, rénovation de tous les bâtiments de la ville. Quand il faut acquérir un bien, c'est moi qui signe, c'est moi qui ai la délégation du bourgmestre. C'est la première fois qu'il y ait une femme qui a ces compétences. Parce que c'est des gros chantiers, c'est des gros marchés. C'est la construction de la zone de police.
c'est la construction du nouveau centre administratif, C'est construire des logements. Il faut sortir 850 logements en 6 ans. Et ça a toujours été des compétences masculines. Donc, je suis face à des corps de métier qui sont habitués à traiter avec des hommes. Exactement. Et c'est pas tous les jours facile. Il faut vraiment parfois s'imposer, mais il faut le faire, il faut oser le faire. Mais je crois que... Bon, je vous connais pas beaucoup, mais je pense que vous êtes quelqu'un qui a de la force, qui a de la voix et qui aime dire les choses, quoi. Alors, si vous venez de nous rejoindre, vous avez manqué la partie où nous avons parcouru le début de carrière dans la politique de Madame Lydia Mountiébélé et aussi les challenges auxquels elle a dû faire face. Alors, Madame Mountiébélé, la chose qui, moi, me surprend le plus chez vous, c'est en fait, déjà, vous avez énormément de responsabilités et on a tous 24 heures dans une journée. Bon, après, il faut enlever les heures où on dort, évidemment, et tout ça. Mais vous semblez être partout, à plein d'événements. Plus il y a la vie de famille, plus, il y a les responsabilités, j'imagine, aussi dans votre église. Comment est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez quelques astuces ? Parce que parfois, il y a des personnes qui sont là, qui se disent « Oh, mais j'ai trop, je sais pas comment gérer mon temps, etc. » Comment est-ce que vous faites ? Mais d'abord, il faut faire ce que ton corps te permet de faire. Ouais. Et quand tu es fatigué, il faut accepter que tu es fatigué et que je ne pourrai pas aller à tel endroit parce que je suis fatiguée. Et moi, ce que je fais déjà, j'essaie de donner le meilleur de moi-même partout où je vais. Quand je prends un engagement, je dois le respecter. Si je vois que cet engagement sera trop lourd à porter pour moi, d'emblée, je ne le prends pas. Je ne fais pas des promesses que je ne pourrai pas réaliser. Je ne vends pas du rêve. Si je vois que je ne peux pas, je dis que je ne peux pas. Si c'est je ne veux pas, je dis aussi je ne veux pas. Il y a une grande différence entre ne pas pouvoir et ne pas vouloir. Je pense qu'il faut toujours être honnête et sincère et avec beaucoup de courtoisie, essayer de dire les choses, même si elles ne font pas plaisir. Ouais. En tant qu'échine du logement, vous savez, on est très sollicité pour le logement parce que c'est le nerf de la guerre. Mais on ne pourra jamais loger tout le monde. Ouais. On n'a que 3800 logements et on ne pourra loger que 3800 familles. Donc, je ne peux pas dire oui au-delà des capacités que j'ai. Et une semaine, c'est seulement 7 jours. Et il y a des jours où je dois m'occuper de mes enfants. Le dimanche, par exemple, c'est le jour où le matin, je dois aller à l'église. Qu'importe la chose qu'il y aura le dimanche, pour que je n'aille pas à l'église, il faut vraiment que ce soit d'une importance exceptionnelle. Et l'après-midi, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de ma famille. Ça, ce sont des choses que je ne peux pas changer ni revendre. Mais est-ce que il y a, je sais pas, peut-être des choses même que vous devez déléguer alors peut-être ou comment ça se passe? Je dois beaucoup déléguer. D'abord, j'ai mes collaborateurs qui sont exceptionnels. J'ai 7 collaborateurs. Ah oui. Et ce sont des collaborateurs en qui j'ai extrêmement confiance. Déjà, je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, mes collaborateurs le font. Je ne peux pas recevoir tout le monde. Je reçois les personnes d'emblée pour lancer un projet, mais pour la suite du projet, je ne peux pas le faire. Et c'est mon équipe qui le fait et qui le fait très bien. Je pense qu'il faut pouvoir avoir confiance en son équipe. Et j'ai de la chance d'avoir une équipe en qui j'ai extrêmement confiance. Et c'est eux qui m'aident à accomplir mes nombreuses tâches parce que voilà, c'est eux vraiment qui permettent à cette échevinat de tourner. C'est eux qui sont le pont avec l'administration. À la ville de Bruxelles, c'est quand même la plus grosse municipalité du pays. Vous savez, mon administration régie foncière, j'ai plus de 200 personnes. Mon administration du patrimoine public, c'est plus de 200 personnes. Je ne peux pas gérer ça toute seule. Et sans mes collaborateurs qui font un travail exceptionnel. Et donc, point de vue famille, si je puis me permettre, est-ce que alors vous expliquez alors à vos enfants ou alors est-ce que vous vous dites à telle heure, je dois être chez moi, quoi qu'il arrive, voilà, là c'est le temps, c'est family time, ou bien est-ce que, voilà, comment ça se passe? C'est impossible pendant la semaine de me dire qu'à telle heure, je dois être là. Par exemple, une fois, j'ai fait l'intérim du bourgmestre pendant les fêtes.
la nuit du 31 au 1er, généralement, tout le monde est en famille ou à l'église ou en train de prier. Moi, je ne pouvais pas être là. J'étais au centre de crise de la police et je devais gérer avec le chef de corps toutes les zones de police. Donc, moi, je ne pouvais pas être avec mes enfants à ce moment-là. Ça dépend des moments. Mais voilà, je suis aussi beaucoup aidée par ma famille, par mes amis, par certaines mamans qui m'ont vu grandir, qui s'occupent de mes enfants. Parce qu'en tant que mandataire politique, on ne peut pas tout faire. Et il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je travaille. D'où, par exemple, cette année, pendant la semaine du droit des femmes de la ville de Bruxelles, le thème que j'avais choisi, c'était la maternité. Sous tous ses aspects. Une femme comme moi, j'ai 2 enfants très jeunes, 2 ans et demi, 1 an, et j'ai décidé d'avoir une carrière politique et je travaillais énormément. Est-ce que pour ça, on va dire que je suis une mauvaise mère? Non, c'est un choix. J'ai décidé de travailler. J'ai décidé d'avoir un travail qui me prend beaucoup de temps et j'ai moins le temps qu'une fonctionnaire qui travaille de 9h à 17h ou qu'une maman au foyer. Mais ça ne fait pas de moi une mauvaise mère. Je vis ma maternité autrement. Je vis ma vie de famille autrement. Le temps que je passe avec mes enfants et avec mon mari ou avec ma famille, je le fais pleinement. Oui, voilà. Donc là, c'est maximum 100%. Là, c'est, voilà, je suis à vous. Allez-y, profitez. Exactement. Alors aussi, tout ce que vous faites aussi, voilà, de devoir être ferme, bon, pas être ferme, mais je veux dire de pouvoir peser, comme vous disiez tout à l'heure, voilà, avec les constructions, ils ont souvent affaire aux hommes et donc ils ne sont pas habitués, etc., etc. Donc tout ça aussi, ça doit sûrement demander aussi une certaine confiance en soi. Oh là là, est-ce que c'est quelque chose en fait que vous avez toujours eu? Ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû développer? Parce que aussi, je pense que dans un parcours, voilà, il y a des échecs, il y a des épreuves, etc., etc. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se relever, pour garder la confiance en soi? Surtout que, dans votre cas, vous avez une vie assez publique. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, comment est-ce que... Voilà, quels conseils vous pourriez donner? Moi, je vais m'adresser aux parents. Parce qu'en fait, un enfant est le fruit de l'éducation qu'il a. Un enfant qui devient adulte ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et là, je rends vraiment hommage à mes parents. Le bishop Martin Moutibélé, le pasteur Rosiane, ma maman, parti trop tôt, qui ont vraiment semé dans ma vie beaucoup de choses. Depuis que je suis petite, je n'ai aucun problème de confiance en moi. Et j'ai commencé à 7 ans. Pourquoi? Parce que je chantais à l'église avec les enfants. Je faisais du théâtre. Et mes parents étaient là pour m'encourager et de dire « Oh, tu es vraiment extraordinaire. Tu es la meilleure. » Quand je suis devenue une jeune femme, mes parents étaient là pour me dire « Oh, tu es très, très belle. Tu es très intelligente. Mais qu'est-ce que tu es brillante. » Quand j'ai fini mes études et que j'ai eu, comme beaucoup de jeunes femmes, des chocs sentimentaux, mes parents étaient là pour m'encourager, pour me dire « Nous t'aimons. Même si les autres ne t'aiment pas, tu n'as pas besoin parce que nous t'aimons et tu es très importante pour nous et tu as beaucoup de valeur. » Et mes parents m'ont donné le meilleur, en fait, c'est ma foi. Ma foi qui est au-delà de toutes les épreuves que je peux vivre. Et c'est la base de mon éducation, c'est cette foi. Et c'est cette foi aussi qui m'a permis d'avoir cette assurance en moi et cette confiance quand je travaille. Et c'est ces valeurs qu'ils m'ont données qui me permettent d'être la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que la confiance en moi, j'ai été élevée dans une famille où on te dit que tu dois avoir confiance en toi, que tu es le meilleur. Même quand tu rates, même quand tu n'es pas le plus performant, on te dit échouer, c'est normal, mais il faut se relever. Et ça, c'est encore mieux. Et c'est ces valeurs-là qui m'ont conduit toute ma vie. D'accord, ok. Je pense que, comme vous dites, c'est hyper important. Je pense que parfois beaucoup d'enfants, justement, n'entendent pas ces mots-là.
Et c'est pas évident après d'avoir cette confiance. Et voilà, parce que souvent on va dire oui, mais t'es bête, ou enfin, voilà, des trucs. Mais en fait, parfois c'est même pas méchant, hein. Mais voilà, ça sort et les enfants gardent ça et ils grandissent avec ça. Donc voilà, donc en tout cas, c'est un bon exemple, en tout cas, de comment est-ce que la confiance est née en Lydia. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps, mais on va passer au Impact Féminin Cookies. Ok. Donc, alors pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est piocher. Ici, il y a des petites questions. Seulement 3 questions. Et c'est vraiment un peu plus personnel, un peu plus, voilà, sur Madame Lydia de tous les jours. Alors, et après ça, donc si le challenge a été réussi, eh bien, j'ai un petit cookie. Donc, pioche alors. Voilà, oui. Une main innocente, la mienne. Oui. Et 3. Ok. Je peux les ouvrir? Avec les enfants, vous êtes plutôt une maman poule ou une maman cool? Alors, je suis vraiment une maman cool. Parce que mes enfants ne me voient quasiment jamais. Ouais. Donc, je ne passe pas énormément de temps avec eux. Et le temps que j'essaie, je fais vraiment qu'ils soient heureux d'être avec moi. Ouais. Je suis cool, mais je suis ferme. Je donne les valeurs, la politesse. Quand je te donne quelque chose, tu dois me dire merci, maman. Ouais. Je suis très cool, mais la base de l'éducation, je le fais de manière cool. Ok. Deuxième question. Tararam. Comment réagissez-vous quand vous n'êtes pas contente? Faut dire la vérité, hein? Alors, quand je suis pas contente, je me fâche. Quand je suis pas contente, je l'exprime. Ouais. Et je ne le garde jamais pour moi. Et quand je suis pas contente, ça se voit que je ne suis pas contente. Ben, c'est l'authenticité dont vous parliez tout à l'heure, en fait. Hein. C'est vrai, c'est que... Parce que c'est vrai, il y en a, ils savent cacher. Hein. Ils savent cacher qu'ils sont pas contents, etc. Mais il y en a, ça se voit direct sur le visage. Ah non, là, ça va péter, là. Alors moi, quand je ne suis pas contente, je l'exprime. Même, tu es mon chef, tu sauras que je ne suis pas contente. Je te le dirai avec beaucoup de courtoisie. Même quand tu n'es pas mon chef, j'essaie de te le dire aussi avec beaucoup de courtoisie que je ne suis pas contente. Ouais. Ok. Mais c'est pas des éclats de voix ou de... Ça arrive. Oui, ça arrive. Ok. Et donc là, il faut se cacher, alors? Il ne faut pas se cacher, il faut assumer. Il faut assumer d'avoir mis Lydia Moutier-Vélé en colère. Ok, la troisième. Aïe. Quelles sont les premières qualités que vous cherchez chez quelqu'un pour qu'il fasse partie de vos proches? Je veux qu'il soit sincère. Je veux qu'il soit gentil. Et je veux qu'il soit altruiste. D'accord. Ok. Et donc ça, donc toutes les personnes qui sont proches de vous, c'est comme ça qu'elles sont, alors? Je pense que non. Sont proches, c'est qu'ils sont, enfin, je veux dire proches dans le sens amis, quoi, ça que je veux dire. Oui. Si c'est la condition pour être... C'est la condition. Ok. Donc on sait maintenant que l'entourage de... Voilà. Comment être entourage. Alors, ok, bah écoutez, vous avez réussi le test, le challenge. Ah, maintenant c'est mon cookie. Donc voilà, un petit cookie bar, chocolat. Bon, je sais qu'il fait chaud, mais voilà. J'aime beaucoup le chocolat. C'est vrai. Donc, ah oui, c'est bien tombé. Mais voilà, comme ça, même partager avec les enfants, etc. Vous avez réussi le test. N'exagérez pas. C'est juste pour vous. Oui. Ok. Alors donc, on est toujours donc dans l'émission Impact Féminin et on touche vraiment à la conclusion. Et je voulais en fait parler de politique, en fait, des chrétiens dans la politique. Parce que, bon, après, je connais pas tout le monde, hein, donc je peux pas dire, mais on a l'impression, en tout cas, qu'il y a de moins en moins
de chrétiens dans les gouvernements, dans les institutions, au pouvoir, etc. Or que quand on regarde au temps biblique, ben, il y avait même des rois, comme par exemple le roi David, le roi Salomon, Joseph aussi, qui était un homme qui régnait, c'était un des hommes les plus puissants d'Égypte, etc. Alors, vous, personnellement, vous pensez que c'est dû à quoi? Est-ce que la politique ou bien le pouvoir a une mauvaise réputation? Est-ce que c'est parce que le pouvoir est trop addictif? On connaît nos dirigeants africains qui restent au pouvoir pendant X années. Ou alors aussi, voilà, est-ce que c'est... comment est-ce que ne pas succomber aux tentations de vouloir rester au pouvoir à tout prix? Quel est votre avis là-dessus? Bon, d'abord, je dirais que en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes et qui sont en politique. Mm-hmm. Parce que déjà, je pense qu'en Afrique, les États ne sont pas laïques. Oui, c'est vrai, c'est différent. Mm. Ici, en Belgique, nous sommes dans un État laïque. Mm-hmm. Quand j'interviens en tant que politique, je dois séparer ma foi. La foi fait partie du domaine privé. Mm-hmm. Quand j'interviens en tant que mandataire public, je le fais en toute laïcité. Mmh. Et il y a des causes, parfois, que je défends, ou certaines choses qui sont faites, qui sont en contradiction avec les valeurs chrétiennes. Mmh. Maintenant, il faut avoir une très grande maturité spirituelle et humaine pour voir que là, comme on dit, je fais mon travail et mon devoir à César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Comme le paiement de l'impôt, c'est quelque chose qui est obligatoire. Quand tu embrasses une carrière politique, il y a certaines choses que tu devras faire qui ne seront peut-être pas en lien direct avec les valeurs chrétiennes. Et donc, je pense que beaucoup de chrétiens se disent que c'est pas pour nous. Et ça, c'est vraiment mon interprétation. Mais en étant justement au pouvoir, ils peuvent changer certaines choses, ils peuvent changer certaines lois, ils peuvent... Pour changer certaines lois, il faut avoir une majorité. On n'est pas en dictature, on est vraiment en majorité. Voilà, je vais donner par exemple un exemple qui a eu lieu il n'y a pas longtemps au Parlement. Il y a eu un vote sur l'abattage rituel. Ah oui. Ça a déchiré Bruxelles pour moi. Pour moi, ce débat n'avait pas à avoir lieu au Parlement. Parce que il y avait trop de connotations religieuses. Mais c'est pas parce qu'il y avait beaucoup, justement, peut-être de musulmans... Enfin, bon, je ne sais pas, hein, je pose la question, mais... Mais même dans les musulmans, il y a des musulmans qui ont voté de la manière dont ils ne devaient pas voter en fonction de leur parti. Ah, oui. Donc, c'était très compliqué. C'est pour dire qu'il y a des débats, c'est difficile. C'est difficile, ouais. Et on ne fait pas changer les choses comme ça. Oui, non, c'est vrai qu'il faut... oui, c'est vrai que voilà, il y a quand même un processus. Même les musulmans ont voté d'une manière surprenante pour leur communauté, alors que les gens s'attendaient à ce que tous les musulmans montent au créneau. Ouais. Donc, en Belgique, vraiment, c'est parce qu'il y a cette laïcité de l'État où je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont profondément chrétiennes, mais qui ne vont pas aller témoigner à la radio parce qu'ils vont dire, voilà, ça c'est mon privé, c'est pas du public, je suis chrétien, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur, mais ça n'a rien à voir avec ma fonction. Donc, ici en Belgique, je pense que c'est vraiment le caractère de séparation de l'Église et l'État qui fait que on ne parle pas de religion. Ok. Mais donc oui, donc voilà, donc ça ne va pas être facile. Donc j'imagine que voilà, comme vous dites, peut-être certaines personnes se disent que ça ne sert à rien en fait d'aller et de Enfin, bon, je sais, bon, moi je me dis qu'il y a peut-être toujours moyen de changer, ça va peut-être prendre du temps, mais voilà, puisque avant c'était beaucoup plus... la Belgique, pour moi, était beaucoup plus chrétienne. Enfin, je me rappelle, même à l'école, voilà, il y avait les cours de religion, en tout cas, je trouvais que c'était beaucoup plus, religieux, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot. Et maintenant, vraiment, comme vous dites, c'est plus vers la laïcité, quoi, plus vers la laïcité, etc. Ok. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Ah non, j'ai encore une question.
quel est en fait le côté négatif de la politique? C'est juste pour rejoindre le thème, est-ce que c'est un cadeau empoisonné ou bien une opportunité d'être une femme au pouvoir? Il y a beaucoup de bonnes choses. Oui. Parce que voilà, on fait tomber les codes. Une femme en politique, c'est un imposteur. Qu'importe sa couleur, on se demande mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle aurait dû plutôt rester à la maison, éduquer ses enfants et s'occuper de son mari. Et ben voilà, on ne nous attend jamais. Le mauvais côté, ça vaut, je pense, pour la politique et tout autre métier, c'est que les femmes de pouvoir ont une mauvaise réputation. Les femmes au pouvoir ont une mauvaise image. On dit que voilà, elles sont méchantes, elles sont dures, elles sont dictatrices, elles sont... Il y a beaucoup de stéréotypes qui nous entourent, parce qu'on doit être parfois très très ferme. Parce que si on est moyennement ferme, on n'est pas écouté, alors on saute dans des niveaux supérieurs et voilà, ça détériore notre image sociale, sociétale, surtout dans une société africaine patriarcale. C'est très difficile. Encore plus dur, ouais. Encore plus dur. Mais en tout cas, je suis sûre que vous remontez le flambeau, que beaucoup de femmes, en tout cas, pourront être inspirées par vous pour se dire, ben voilà, je sais que moi aussi, je peux y arriver. Peut-être si je fais comme Lydia, si voilà, j'essaye, etc., etc. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais en tout cas, vous êtes la preuve que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Exactement. Et je demande aux femmes de s'impliquer. Okay. Les femmes doivent se lever partout, en politique, dans l'église, partout, dans toutes les carrières où elles sont. Elles doivent se lever et s'affirmer et montrer qu'elles existent. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on fait de la politique, tout justement. C'est pour permettre à toutes ces femmes qui sont invisibles et invisibilisées de pouvoir être visibles au travers des combats politiques qu'on mène. Ok, écoute, ce sera le dernier mot de la fin. Et en tout cas, encore un très, très, très grand merci, Madame Lydia Moutier-Bélé, d'être venue, d'avoir accepté l'invitation, de vous être aussi, de vous être ouverte un peu à moi et d'expliquer en fait votre parcours. Et vraiment, un grand, grand, grand merci. Et on va continuer donc à vous suivre, à vous soutenir. Et on espère que vous reviendrez une prochaine fois. Je reviendrai avec grand plaisir, en tout cas, pour parler surtout aux femmes. Voilà, et surtout les cookies aussi, quoi. Surtout les cookies. Merci. Voilà, en tout cas, un grand merci. Vous venez de suivre le parcours de vie de Madame Lydia Moutier-Bélé Ngoy. Et donc, j'espère sincèrement que ça vous a, en tout cas, inspiré autant les hommes que les femmes. Et je vous dis à la semaine prochaine.